Vous écoutez l'épisode 170 du podcast Mes trucs de prof qui est réalisé dans le cadre de la semaine du podcaston et dans lequel je reçois Chloé Laudereau pour l'association L'école de la générosité. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast spécial Podcaston 2025. Le principe du podcaston, c'est de convaincre un maximum de podcasteurs et de podcasteuses de dédier un épisode de leur podcast à une association caritative de leur choix et de diffuser ces épisodes simultanément de manière coordonnée la même semaine pour créer une incroyable vague de contenu audio inspirant et d'inciter à soutenir un maximum d'associations caritatives partout dans le monde. Donc l'année dernière, dans l'épisode 140, j'avais eu le plaisir d'accueillir Constance, une enseignante passionnée et engagée qui avait partagé avec vous son travail de sensibilisation auprès de ses élèves sur la réalité des personnes sans abri et en partenariat avec l'association United basée dans le Val d'Oise. Cette année, pour continuer dans l'exploration de l'engagement des jeunes générations et de la sensibilisation à l'engagement associatif, j'ai le privilège de recevoir Chloé Laudereau, qui est la déléguée générale de l'association L'école de la générosité. Et ensemble, nous allons découvrir comment cette association offre aux enseignants et aux enseignantes des outils précieux pour cultiver chez les élèves des valeurs comme la philanthropie, la générosité, l'empathie, tout en leur permettant de développer leurs compétences psychosociales et leur sens de l'engagement. Je vous laisse écouter notre entretien. Donc bonjour Chloé, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de podcast dans le cadre du Podcaston 2025 où nous allons parler de l'association que tu représentes, l'École de la générosité. Bonjour. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'école de la générosité, comment tu la présenterais ? Alors, je la présenterai assez simplement. Je dirais que l'école de la générosité, c'est une association qui met en relation des écoles et des associations pour que les élèves puissent vivre une première expérience d'engagement citoyen en menant un projet solidaire au profit donc d'une association. Et ces associations, elles peuvent avoir n'importe quel but. Exactement, en fait, on a 6 grandes thématiques, puisqu'en fait, les enfants vont voter pour la grande thématique pour laquelle ils souhaitent s'engager. Et ces thématiques, elles couvrent en fait le champ d'action des principales associations qui agissent en France. On parle par exemple d'accès aux soins, à l'éducation, de lutte contre l'exclusion ou la pauvreté ou de protection de l'environnement par exemple. École de la générosité, je crois que ça s'appelait avant autrement, École de la philanthropie. Pourquoi ce nom ? Qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça ? L'école de la philanthropie, c'était effectivement notre nom jusqu'à l'année dernière et on s'appelle maintenant l'école de la générosité. Ce qu'on veut, c'est pouvoir parler au plus grand nombre. Philanthropie, c'est un super mot qu'on adore parce que son étymologie, ça veut dire l'amour du genre humain. Et malheureusement, en France, il n'est pas forcément très bien connu ou perçu. Et donc, du coup, on a choisi un autre nom qui, normalement, parle au plus grand nombre, mais qui repose, en fait, sur les mêmes ressorts. On parle toujours d'une question de don. En fait, l'idée, c'est, de vouloir aller vers l'autre, de faire un don, donc se détacher de quelque chose qui nous appartient. Et donc, en fait, vraiment, on a toujours la même philosophie et on continue à porter un projet pédagogique vraiment qui est similaire. Et concrètement, comment ça se traduit ? Donc j'ai compris que vous mettez en lien des écoles, des classes avec des associations. Comment ça se passe dans les faits ? Alors très concrètement, les enseignants qui sont intéressés par notre projet, et ils le sont souvent parce qu'en fait,
il y a un programme de ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique, à l'intérieur duquel les enseignants du CP au CM2 et même plus tard sont censés donc développer en fait ce qu'on appelle un peu les compétences du vivre ensemble ou les compétences du 21e siècle, l'empathie, la coopération. Et donc ces compétences-là, on les développe et on les renforce de manière vraiment efficace quand on passe par du projet. Et donc le lien entre ces compétences-là et la question de la citoyenneté, si ces enseignants ne veulent pas le laisser théorique, eh ben ils peuvent nous demander notre accompagnement et donc ils disent voilà, je veux m'engager avec ma classe, je veux participer. Je précise que tout est gratuit, que ce soit nos outils pédagogiques ou notre accompagnement. Et nous, à partir de ce moment-là, eh bien, on leur envoie les outils puisqu'on a créé des séquences pédagogiques qui peuvent suivre, qui peuvent adapter à leurs souhaits, voilà, pour pouvoir tout au long de l'année commencer par le développement de l'empathie et après savoir quelles causes on peut développer, pour lesquelles on peut s'engager. Alors, on part du développement de l'empathie, on peut ensuite prendre connaissance des causes pour lesquelles il est possible de s'engager. Comme je te le disais, les élèves vont voter pour une des causes et c'est à partir de ce moment-là que nous, on a une vraie valeur ajoutée pour l'enseignant, c'est qu'on va l'aider à trouver une association qui, localement, va agir pour cette cause-là. Et cet asso va venir rencontrer la classe, va expliquer aux élèves qu'est-ce qu'elle fait et comment la générosité est importante pour elle, pour son fonctionnement. Et c'est là qu'elle va imaginer avec la classe un projet que les élèves peuvent mener à leur échelle, puisqu'on a pour coutume de dire qu'on a tous le pouvoir d'agir. Donc en gros, je suis enseignante, j'ai envie le thème de la générosité, de la philanthropie m'intéresse et j'ai envie de faire le lien, d'engager ma classe dans un projet hyper concret du début à la fin. Je vous contacte pour prendre connaissance des différents kits que vous proposez ou des différentes thématiques que vous proposez. À partir de ça, les élèves, je retourne dans ma classe, je leur propose, je leur dis j'ai rencontré une association qui s'appelle École de la Générosité, je travaille là-dessus. Je leur propose les différents thèmes. C'est à ce moment-là que les élèves votent pour ce qui leur parle le plus. Oui. Tu m'arrêtes si j'ai pas bien compris. En fait, oui, c'est ça, c'est vraiment on a créé des séquences. La première séquence, on va faire des petits jeux pour développer son empathie, son rapport à l'autre, la coopération. Et puis effectivement, la seconde séquence, elle est basée sur des revues de presse. Donc vraiment, nous, on propose de s'organiser en petits groupes, on fournit à l'enseignant des revues de presse qui sont adaptées au niveau de ses élèves et qui parlent justement des grandes thématiques dont je t'avais parlé, les droits humains, l'accès à l'éducation ou par exemple la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, qui permet aux élèves de mieux comprendre ce qu'est cette cause et pour pouvoir après ensemble avoir un petit débat et dire collectivement on aimerait bien pouvoir engager notre classe plutôt pour cette cause. Il y a une entrée un petit peu en entonnoir, c'est-à-dire qu'ils abordent tout, ils voient de tout, et donc avant d'arriver à ce choix, il y a une réflexion plus large sur cette idée de générosité, et petit à petit, si je comprends bien, on va vers de l'engagement. On découvre et on va petit à petit vers de l'engagement. C'est exactement ça. On va du général au particulier où là, après, on va vraiment rencontrer une association qui, elle, agit sur le terrain et au contact des bénéficiaires et se rendre compte concrètement de ce que c'est la générosité. Ah, super. Donc, une fois que les élèves ont travaillé sur ces différentes thématiques, ils votent donc pour celle qui peut-être aura suscité le plus d'intérêt, et à partir de là, c'est à ce moment-là que vous les mettez en relation, que vous mettez en relation la classe avec des associations donc locales, si j'ai bien compris, pour pouvoir aller plus loin dans leur engagement et découvrir un peu cet engagement associatif. Complètement. En fait, nous, on fait un travail en parallèle d'essayer de renforcer et d'animer une communauté d'associations. Très concrètement, l'enseignant, il est autonome puisqu'on a une plateforme sur laquelle il peut retrouver donc les ressources dont je te parlais. Et via la plateforme, quand il passe à la phase d'action, il va renseigner son département, il va renseigner la cause pour laquelle les élèves ont souhaité s'engager. Et là, il va trouver des associations qui ont été référencées sur cette plateforme. On fait un travail en amont parce que c'est important que ce soit une association qui est d'intérêt général. On vérifie aussi qu'elle signe une charte des associations parce qu'elle intervient auprès des enfants. Et on a des associations qui sont très locales, parfois qui sont suggérées par l'enseignant parce que lui, il la connaît, elle est vraiment dans sa ville, voire dans son village. Et on a des associations qui sont avec une envergure beaucoup plus importante. Je pense par exemple
à Handicap International. Mais les banques alimentaires, par exemple, elles ont une fédération dans chaque département. Donc, on a vraiment des niveaux très divers et ça va dépendre aussi de ce dans quoi l'enseignant trouve que ça paraît plus pertinent d'engager sa classe. Ouais. Ce que je trouve intéressant là, c'est que du coup la proposition à la fois elle a un côté clé en main où l'enseignant peut facilement s'emparer du projet, se mettre en projet, il se sent un peu moins seul pour s'engager là-dedans, et en même temps il y a aussi quelque chose d'hyper flexible ou adaptatif. Quand tu dis que l'enseignant, il peut avoir connaissance d'une association locale, peut-être dans laquelle il est déjà engagé, bénévole, ou avec laquelle il a envie de travailler, ou parce qu'elle est implantée dans le quartier. Du coup, c'est intéressant parce que c'est clé en main, mais pas clé en main jusqu'au bout, ce qui permet ensuite quand même de s'adapter à la classe, au contexte, au projet. Complètement. En fait, moi, je vois le clé en main en disant on essaye d'accompagner au mieux l'enseignant. Et pour l'accompagner au mieux, eh bien, on lui a proposé un cadre, on lui a proposé même des séquences pédagogiques avec un certain déroulé qui, encore une fois, peut suivre à la lettre si jamais ça lui parle complètement, mais qui peut aussi adapter et remettre à sa patte, à sa main. Et derrière aussi, voilà, on le laisse très libre. On n'a pas envie de... Enfin, en fait, le meilleur projet philanthropique, c'est celui qui répond à un vrai besoin, à une envie des élèves, à l'envie de l'enseignant et aussi à la réalité d'un territoire. Et j'ai pas la prétention de connaître chaque réalité. Et c'est les enseignants qui sont les mieux placés pour ça. Et comme tu disais, en plus, ils sont souvent assez investis dans la vie locale parce que c'est une mission de service public que d'être enseignant. Et donc, ça leur parle aussi de s'engager pour d'autres causes. C'est super. Donc, une fois que vous avez mis en contact les classes avec les associations, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Enfin, est-ce qu'il continue d'y avoir de l'accompagnement ? Est-ce que vous avez des attentes de retour d'expérience ou de valorisation des actions ou... Bah oui, forcément, on les a. Alors, on le disait, les profs sont assez autonomes et c'est notre envie pour justement, faire en sorte aussi que le projet puisse se déployer au niveau national et que nous, on reste une petite équipe et qu'on a besoin de s'appuyer sur cette autonomie. Et puis, les profs sont en demande aussi de ça. Mais à côté de ça, on est extrêmement contents et on leur envoie souvent un petit mail à peu près au printemps en leur demandant où ils en sont, s'ils ont déjà rencontré une association, s'ils peuvent nous faire un petit retour en nous envoyant une photo et quelques lignes pour nous dire ce qu'ils ont fait avec leur classe, c'est forcément super. Nous, on va se déplacer potentiellement aussi quand même quand ils nous disent la semaine prochaine j'ai prévu de rencontrer tel asso. On se rend compte qu'on est dispo, que c'est pas trop loin, que c'est accessible en train, et on ira avec grand plaisir. Donc on laisse l'enseignant être autonome et on est quand même là en appui. Et puis on essaye d'organiser aussi en fin d'année un temps de partage d'expérience et d'expertise entre des enseignants, mais aussi avec des associations. On l'a fait l'année dernière à l'atelier Canopée à Vanves en région parisienne. Et on invite des profs du territoire, de tout le territoire. Et on aime bien aussi ces moments-là, pour faire cohésion après une année où chacun était finalement sur le terrain, et c'est super. Mais aussi d'avoir ces moments où on partage et on échange parce qu'on partage en fait ces valeurs et ces envies-là. Et dans toutes les propositions que vous faites, comment ça a été conçu ? Par qui ça a été conçu ? Est-ce que ça évolue d'année en année ? Est-ce que vous avez des nouveautés ? Oui, alors j'ai envie de dire qu'on a fait ça assez sérieusement parce qu'on a un comité pédagogique qui nous accompagne depuis plusieurs années, dans lequel se trouvent des enseignants ou des référents, des conseillers pédagogiques, par exemple. Je pense à Madame Ada, que je remercie beaucoup, qui accompagne l'association depuis plusieurs années. Ce comité pédagogique, donc, il existe et il est sollicité à chaque fois qu'on veut faire évoluer nos outils, puisqu'on a besoin de ce regard d'experts. On se dit aussi que s'il y a des enseignants dans ce comité, comme ce sont les usagers ensuite des outils qu'on imagine, on sera au plus près de leurs besoins. Et on a aussi travaillé initialement, quand on a créé le projet à Paris, en lien étroit avec la Ligue de l'enseignement, qui est un acteur de référence dans le domaine. Et la deuxième partie de la question, c'est en gros, est-ce qu'on fait évoluer nos outils ? Et bien sûr, parce qu'en fait, il y a plein d'innovations en pédagogie. Nous, en plus, avec Elsa, qui a rejoint l'équipe en tant que responsable pédagogique, on aime beaucoup la médiation et la question du jeu, et l'aspect ludique nous tient vraiment à cœur.
Et donc voilà, on répond à la fois à un besoin de l'enseignant et on est très proche des programmes scolaires et des attendus. Et je crois qu'on a vraiment envie de continuer à faire évoluer les outils pour qu'il y ait encore plus d'interactivité, s'inspirer par exemple des méthodes de l'éducation populaire qui font leurs preuves et que les enseignants utilisent aussi déjà de toute façon assez régulièrement. Et là, concrètement, aujourd'hui, vos propositions, elles s'étalent de quel âge à quel âge ou de quel niveau à quel niveau? Alors, en fait, historiquement, on s'adressait aux plus grands de l'école élémentaire, aux CE2, CM1 et CM2. Et on a créé depuis cette année un programme CP-CE1. En fait, on avait des enseignants qui disaient cette année, j'ai une classe de plus petits, alors que j'aimerais bien pouvoir remettre en place le programme. Donc, on a ces deux déclinaisons, si je puis dire, mais qui ont le même socle commun, qui est d'alterner une phase de sensibilisation et une phase d'action. Simplement pour les petits, cette phase d'action, elle va intervenir un peu plus rapidement dans l'année scolaire, voilà, pour répondre aussi aux besoins de cet âge-là. Oui, je comprends. Donc cycle 2, cycle 3 du CP au CM2. Et en termes de thématiques, donc... Oui, donc on a 6 grandes thématiques que vont découvrir les enfants et pour lesquelles ils vont pouvoir éventuellement s'engager. On a la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, on a la protection de la biodiversité, on a les droits humains, on a l'accès à l'éducation, l'accès aux soins et à la santé et toutes les thématiques qui sont liées à la culture, à l'accès à la culture. Ouais. Donc ces thématiques, elles sont à la fois assez larges et suffisamment aussi exhaustives pour couvrir pas mal de situations et permettre vraiment aux élèves de s'engager dans une action de don et de solidarité au choix en fonction des projets, de leurs envies, de leurs appétences, des sujets qui les préoccupent, de l'actualité. Enfin voilà, ça peut s'adapter assez facilement à plein de choses. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, très honnêtement, on n'a jamais eu d'enseignant qui est revenu vers nous en nous disant en fait, on rentre pas dans une case. En fait, c'est des catégories qui sont très larges pour permettre justement à chacun de répondre à des envies. En fait, on a vraiment une pédagogie de projet et on essaye d'engager l'enseignant et surtout les enfants dès le départ et de les rendre acteurs. Et donc notamment cette question de prendre connaissance des causes et ensuite de pouvoir faire un choix, un vote pour s'engager pour une cause. Voilà, je pense qu'il peut faire le petit plus entre une proposition de l'enseignant qui est de dire je connais telle association, rencontrons-la et faisons un projet. C'est déjà super et je remercie tous les enseignants qui peuvent le faire. Nous, on essaye de leur apporter peut-être des outils et de les accompagner pour qu'il y ait une démarche encore plus participative de la part des élèves parce qu'on sait que c'est ce qui fonctionne, ce qui permet aussi d'apporter une cohésion de classe, une plus grande motivation et un plus grand engagement des élèves dans leurs apprentissages. Du coup, là, vous proposez des actions en direction des enseignants, des kits, des outils pour les enseignants. Est-ce que vous accompagnez aussi un peu les associations qui viennent ou est-ce que vous leur proposez aussi des outils plus ciblés ou plus adaptés ? Oui, alors en fait, on explique déjà aux associations ce que vont faire les élèves avant que eux interviennent. On s'adresse à tout type d'associations. Il y en a qui sont déjà assez formés, qui ont même des personnes qui ont des missions pédagogiques, mais c'est pas le cas de toutes les associations. Donc nous, on essaye justement d'équilibrer un peu ça. Comme on a une expertise pédagogique, on donne des clés d'intervention, on fait une sorte de formation pour les associations qui le souhaitent, pour dire vous allez vous adresser à un public entre 6 et 11 ans. Quelles sont ses caractéristiques? Comment est-ce qu'on s'y adresse? Bien sûr, c'est un travail de des années, puisque je m'adresse à des enseignants et c'est un métier en soi que de s'adresser et de savoir faire de la pédagogie à ce public-là. Mais voilà, on leur donne au moins les clés pour qu'ils puissent aller parler de leur association en respectant, si je puis dire, les attendus et en faisant en sorte que cette rencontre, elle soit la plus bénéfique possible, à la fois pour l'association, mais aussi pour les élèves. Donc oui, on essaye d'animer aussi cette communauté d'associations. On a encore du travail là-dessus et c'est un vrai axe qu'on souhaite pouvoir développer ces prochaines années. Et on estime que c'est très important aussi de faire marcher cette jambe-là, parce que le programme, il agit vraiment il a 2 jambes. C'est à la fois tous les enseignants qui souhaitent faire participer leur classe et toutes ces associations qui acceptent d'être bénéficiaires des projets solidaires des élèves. Stop. Du coup,
pour récapituler, si on a envie de bénéficier de vos propositions, les étapes, quelles sont-elles ? Oui, alors les étapes, si jamais vous êtes intéressé, c'est de vous rendre sur notre plateforme et de vous y inscrire. On va avoir une nouvelle plateforme pour la rentrée prochaine, elle arrivera à peu près au mois de juillet, mais la plateforme actuelle fonctionne très bien, donc allez vous inscrire sur la plateforme, c'est gratuit. Et nous, ça nous permet d'avoir vos coordonnées et de pouvoir ensuite vous demander en quel niveau vous enseignez, quel kit on peut vous envoyer et comment est-ce qu'on peut vous accompagner au mieux. Et bon, là, on est plutôt au mois de mars. Alors, je sais pas si ça fait sens ou au moment où vous écouterez ce podcast, mais comme c'est un projet qui est plutôt sur le long terme, c'est souvent un projet qui est imaginé dès le début de l'année par l'enseignant, puisqu'en fait, il y a quand même à peu près 20 heures de déploiement du projet. Il est en 6 séquences et on a 36 heures annuelles qui sont allouées à l'EMC, donc faut commencer pas forcément trop tard. Donc en général, les enseignants viennent vers nous soit en fin d'année scolaire pour préparer la prochaine, soit entre septembre et novembre. Et donc, c'est toute une période pendant laquelle, vous pouvez vous engager. Nous, on est à votre disposition et on est là pour vous accompagner, vous donner les outils pédagogiques et vous lancer dans le programme. Ouais, donc du coup, c'est intéressant, une donnée qu'on n'avait pas encore, c'est la quantité horaire. Mmh. Donc, ça se déploie, tu disais, sur 6 séquences pour un total de 20 heures. Donc, effectivement, on va pas s'y mettre au mois de juin. On s'y met pas au mois d'avril. Donc là, en fait, j'espère que je vais donner envie à des enseignants ou des enseignantes que j'aurais aiguisé plutôt leur curiosité et que a priori c'est plutôt pour l'année prochaine que ça pourrait être à mon avis un projet de classe. Ouais, super. Collège, lycée, c'est quelque chose d'envisagé ou pas du tout ? Si, bien sûr, on en rêve, mais pour l'instant, c'est surtout une question de ressources, pour être très honnête. Il y a aussi une vraie réalité, c'est que les cours sont beaucoup plus segmentés, alors que pour un enseignant qui a des élèves de 8h à 16h ou 16h30, c'est plus simple de déployer un projet comme le nôtre. Donc, on sait qu'il faudra s'adapter, mais on sait aussi qu'il y a un vrai enjeu. On sait qu'il y a une chute de ces compétences psychosociales au moment de l'adolescence pour plein de raisons. Et que donc, nous, on intervient avant cette adolescence pour se dire que si on les renforce sur la marche d'avant, on a peut-être plus de chances qu'elles perdurent un peu mieux à l'adolescence. Mais on sait aussi que c'est un terrain de jeu, si je puis dire, qui sera intéressant à développer, à explorer dans les prochaines années. Ouais, oui. Ce serait une belle continuité et il y a cette idée effectivement, les cours sont plus morcelés, mais les profs peuvent travailler à plusieurs sur des projets comme ça serait chouette à envisager. Oui. Super. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé, mais qui serait très utile de savoir aux auditeurs et auditrices ? Oui, je pense que peut-être que ce que j'ajouterais, c'est que on est sur une thématique qui fait quand même plutôt l'unanimité et je vois que ça parle en général quand on en parle autour de nous, ça fait écho aux engagements personnels souvent des enseignants et qu'il peut y avoir une vraie crainte qui est liée au programme parce que effectivement c'est un programme qui est sur du long terme, on est conscient que c'est une forme d'investissement pour l'enseignant. Peut-être dire que déjà c'est un programme gratuit, il faut pas hésiter, c'est vraiment le modèle que nous on a, on pense que c'est extrêmement important, donc vous pouvez tous en bénéficier et normalement c'est pas un frein. Et la deuxième peur du coup qu'il peut y avoir derrière, c'est est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais avoir le temps ? Il y a des années d'expérience derrière, on sait vous accompagner et on sera là pour le faire avec grand plaisir. Vous avez un programme d'enseignement moral et civique qui est extrêmement intéressant, mais pour le rendre, à mon avis, ludique et encore plus concret, en fait, faut pas hésiter à faire appel à notre association. Donc voilà, on est là pour vous accompagner et on sera vraiment très heureux de pouvoir faire grandir la communauté des enseignants qui mettent en place le projet dans leur classe chaque année. Nous, quand on voit les retours des enseignants ou des enseignantes et des élèves, ça nous fait toujours extrêmement chaud au cœur. On voit à quel point ça a permis de souder la classe,
de permettre à certains élèves de trouver aussi une place un peu différente parce qu'on est en mode projet. Et donc, en fait, peut-être que des élèves qui sont moins à l'aise sur certains aspects scolaires vont réussir à développer des compétences et prendre la place dans un groupe pour réaliser le projet qui leur permet aussi de s'épanouir. Les enseignants voient que ça peut faire du lien avec les autres enseignants de l'établissement, avec les parents. Et donc, c'est un vrai petit écosystème qui porte vraiment ses fruits. Donc, je vous engage à ne pas avoir peur de prendre en main nos outils et rappeler qu'on est là pour vous accompagner. Ouais. C'est génial parce que du coup à la fois il y a du soutien, donc ça peut aussi lever certains petits freins ou petites réticences liées à la nouveauté, au changement de pratique, et en même temps comme tu le disais c'est tout bénef, j'ai envie de dire, parce que en fait on va y gagner en climat de classe, en lien, les élèves, le fait de s'engager aussi dans un projet et de voir que, enfin, de gagner en pouvoir d'agir, de se dire je peux agir sur des petites choses dans la société, mettre en place des actions, en voir les résultats, et comme tu dis, c'est aussi les voir évoluer dans un contexte différent. C'est moins scolaire, moins disciplinaire, et pour autant tout autant bénéfique sur la scolarité, sur l'engagement, sur la confiance en soi, sur trouver, ressentir ce sentiment de compétence, de se sentir capable d'avoir un impact sur sa vie et sur ce qu'on fait. Donc c'est vraiment chouette. Je complète, en tout cas, j'encourage aussi les personnes qui nous écoutent à oser s'engager dans de tels projets et à vous contacter. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup à toi, Chloé, pour ta participation et tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des moyens de soutenir vos actions ? En termes surtout, je pense, de visibilité, c'est possible de nous soutenir en nous rejoignant sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook et sur Instagram. Allez voir notre plateforme. Petite parenthèse, on va avoir une version encore plus adaptée là d'ici quelques mois. Mais allez voir nos contenus, inscrivez-vous, et comme ça, vous allez pouvoir parler de l'école autour de vous, pouvoir partager des posts que l'on peut faire, et peut-être donner envie à d'autres personnes de faire partie de l'aventure. Super, merci. Je mettrai tous les liens nécessaires en accompagnement du podcast. Encore merci pour ta participation, et puis à bientôt. Merci pour l'invitation, Émilie, et à bientôt. Merci pour votre écoute. Après Gestion de classe, mode d'emploi, sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle « Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner » et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu, et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.